Un millionnaire est rentré chez son ex-femme après 4 ans de séparation et a été figé de stupeur en voyant sa fille de 5 ans, vêtue de vêtements usés et délavés, frottant le sol comme une femme de ménage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tandis que les adultes étaient assis, relaxant devant la télévision. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Alejandro était assis dans la salle de conférence, au 27e étage, son stylo-plume tournant silencieusement entre ses doigts. Le rapport de revenus du 4e trimestre était ouvert devant lui, mais son regard avait déjà dévié des chiffres. Alejandro Carter était le fondateur et PDG de Carter Innovation. À Wall Street, il n'avait plus besoin de présentation, un esprit vif dans le domaine de la technologie, un philanthrope discret, par-dessus tout, un homme qui avait depuis longtemps laissé les souvenirs de son passé derrière lui. Tout récemment, son nom était apparu sur la liste des Forbes 40 Under 40. Son téléphone a vibré doucement. Un email, sans objet ni expéditeur. Juste une ligne, il faut que tu vois ça. Il l'a ouvert. L'écran s'est illuminé avec une courte vidéo, pas plus de 10 secondes. Une petite fille, les cheveux en bataille, vêtue d'un pull qui lui arrivait aux genoux, était à 4 pattes sur un sol carrelé, un chiffon serré dans une main. Elle ne pleurait pas, mais à chaque mouvement du chiffon, ses épaules tremblaient. Ses yeux étaient rouges, immobiles comme de l'eau gelée en hiver. Aucune voix d'adulte, personne ne disait ça suffit, personne ne l'arrêtait. Alejandro a perdu son souffle. Ses doigts tremblaient. Il a regardé de nouveau. Une deuxième fois, et encore, car il ne pouvait pas y croire. Puis il s'est levé, brusque, décisif. La réunion n'est pas terminée, Monsieur Carter, lui a rappelé son assistante, mais Alejandro glissait déjà son téléphone dans la poche de son manteau. Préparez le jet. Je dois quitter New York tout de suite. Il a regardé par la fenêtre de la Lincoln noire, tandis que la ville s'estompait lentement en rubans de lumière du soir, laissant place à des rues plus étroites et des maisons aux toits bas, silencieuses, comme si elles avaient oublié comment raisonner. 8 mois s'étaient écoulés depuis sa dernière visite ici. Le temps avait passé vite, entre réunions successives, champagne glacé et contrats de millions de dollars signés lors de dîners 5 étoiles. Alejandro avait cru que le succès pouvait combler les vides en lui, mais finalement, la seule chose assez puissante pour le ramener n'était pas un contrat. C'était une vidéo de 10 secondes de sa fille, Laura, 5 ans, à genoux en train de nettoyer le sol. Il n'avait pas entendu sa voix dans la vidéo, mais ses petites mains tremblantes et ses yeux rougis par les larmes avaient suffi à le laisser immobile pendant très, très longtemps. Personne n'a prononcé son nom, personne ne lui a dit d'arrêter. La voiture s'est arrêtée devant le 12C. Alejandro a ouvert la porte et est sorti. Le son de ses chaussures en cuir raclant le ciment rugueux. La porte n'était pas verrouillée. Il l'a poussée. À l'intérieur, le scintillement de la télévision projetait une lumière floue sur le mur écaillé. Todd Miller, l'actuel mari de Becky, était assis, une jambe repliée sur l'autre, une canette de bière à la main, les yeux rivés sur l'écran. Un homme vivant des allocations chômage et du blâme. Becky était assise à côté de lui, les cheveux emmêlés dans la nuque, serrant un oreiller contre sa poitrine. Elle brillait comme des lumières de Noël quand Alejandro était avec elle. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un figé au milieu d'une scène inachevée. Sur le sol, Laura était à genoux. Elle nettoyait. Son long pull touchait presque ses genoux, les manches imbibées d'eau savonneuse. Sa petite main poussait le chiffon en petits gestes fatigués. Personne ne la remarquait. Aucun des adultes n'a tressailli quand elle a toussé, d'une toux sèche et superficielle due à la poussière. Alejandro est resté immobile. Il n'a rien dit. Il a simplement marché vers elle. Sa main s'est posée doucement sur son épaule. Laura s'est arrêtée, sa main figée. Elle a levé les yeux, de grands yeux humides, sans surprise. « C'est moi, papa est là. » Elle n'a pas répondu, s'est juste levée lentement, la tête légèrement baissée. Alejandro s'est tourné, ses yeux se fixant sur Becky. « Tu n'as rien à dire pour toi ?» Elle ne s'est pas levée, n'a pas demandé. Ses lèvres se sont pressées en une ligne mince et silencieuse. Todd a ricané à voix basse. Elle apprend juste à être indépendante. Ne fais pas comme si elle n'avait jamais nettoyé un sol avant. Alejandro s'est avancé, s'est penché et a soulevé Laura. Elle a posé sa tête sur son épaule, ses bras s'enroulant lâchement autour de son cou, comme si son corps se souvenait d'une position que son cœur n'avait pas tenue depuis longtemps. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte. Personne ne l'a appelé, personne n'a essayé de l'arrêter. La vieille porte a grincé en se refermant derrière eux, comme la fin d'une phrase que personne n'avait pris la peine de terminer.
Le vent nocturne s'est glissé dans son col. Alejandro a serré sa fille plus fort. Elle ne parlait toujours pas, mais sa respiration était devenue plus régulière. Chaque pas qu'il faisait était lourd du poids du passé, mais il savait que s'il ne continuait pas à marcher, la route devant lui se fermerait pour toujours. Et cette fois, il ne laisserait pas cela arriver. Les mains d'Adam, son chauffeur privé de longue date, sur le volant, étaient aussi fermes que jamais, mais dans le rétroviseur, ses yeux ne cessaient de se tourner vers la banquette arrière. Alejandro n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de demander. Laura était attachée dans le siège de sécurité, par les mêmes mains qu'Alejandro ne se souvenait pas avoir utilisées récemment pour autre chose que tenir des dossiers. Il a attaché la ceinture, se penchant légèrement, assez près pour sentir son souffle. Laura n'a pas levé la tête. Elle ne s'est pas éloignée non plus. Ses petites jambes étaient repliées, ses petites mains agrippant l'ourlet de sa chemise. La voiture a tourné sur la route principale, la lumière d'une station-service devant a baigné l'intérieur de la voiture d'une douce lueur jaune, projetant la silhouette de Laura penchée sur le côté. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix sèche comme si elle n'avait pas bu d'eau de la journée. « Oui, ma chérie ? Tu te souviens encore de la chanson que j'aime » Alejandro a levé les yeux. Il n'avait pas besoin de demander laquelle. Ses doigts ont atteint l'écran tactile, faisant défiler une vieille playlist qu'il n'avait jamais supprimée. Une lente introduction à la guitare a commencé. Laura a posé sa tête contre la fenêtre et a fermé les yeux. 3 minutes plus tard, sa respiration s'était régularisée, ses petites épaules s'étaient détendues comme si elle avait posé un sac à dos invisible. Personne n'a parlé pendant le reste du trajet. Il n'y avait jamais eu de signe d'enfant dans le pantouse d'Alejandro, mais cette nuit-là, une petite pièce dans le coin le plus éloigné à gauche a été nettoyée et préparée. Des draps frais, un lapin en peluche qu'il avait acheté mais jamais envoyé, une photo encadrée posée sur le bureau. Laura a 3 ans, vêtue d'un costume d'ours, la bouche grande ouverte de rire, serrant une pizza des 2 mains. Alejandro n'a pas dormi. Il s'est assis à la table à manger, a ouvert son ordinateur portable et a rejoué la vidéo. Pas pour confirmer ses émotions cette fois. Il cherchait une trace. Il a rembobiné et mis en pause, rembobiné de nouveau. La télévision clignotait en rythme. Laura s'est essuyé les mains sur sa chemise. Sur la table, quelque chose a brillé. Anglais, flou, hors de focus. Pas d'une caméra standard. L'angle était bas, stable, immobile. Il a mis la vidéo en pause à la 8e seconde. A zoomé sur le coin inférieur gauche. Une forme pâle est apparue, comme le bord d'un cadre photo ou peut-être une petite caméra fixe. Un enfant n'aurait pas pu installer une caméra comme ça. Et les adultes dans la pièce semblaient complètement inconscients de sa présence. Alejandro a froncé les sourcils. Il a enregistré le cliché et l'a envoyé à David, son avocat personnel, avec une note « Besoin de quelqu'un pour tracer la source de ce clip. Urgent ». Le lendemain matin, il a été réveillé par le doux bruit de petits pieds sur le parquet. Laura se tenait près de l'entrée de la cuisine, une main serrant le bouton de son pyjama. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux encore en bataille, mais ils semblaient fraîchement lavés. Elle a regardé la crêpe grésiller dans la poêle. « Je peux aider ?» a-t-elle demandé, pas fort, mais clairement. Alejandro n'a pas répondu tout de suite. Il lui a tendu une assiette et a désigné le tas de fraises qu'il venait de rincer. Fait un visage souriant avec les baies. Laisse de la place pour la bouche. Laura s'est assise, ses doigts touchant doucement chaque baie, comme si elle arrangeait son propre petit monde. Pendant quelques minutes, la cuisine n'a retenu que les sons de l'huile qui crépitait, d'une cuillère qui tapait une assiette et d'une respiration tranquille. Alejandro ne savait pas par où commencer, mais il se souvenait de la sensation. C'était comme apprendre à marcher aux côtés de quelqu'un de petit pour la première fois. Ne pas diriger, ne pas pousser, juste marcher à côté d'eux. Quand Laura a fini le visage de crêpe, elle lui a poussé l'assiette. « On dirait toi », a-t-elle dit. La bouche est droite aussi. Alejandro a doucement ri, un son qui l'a surpris lui-même. Ce soir-là, il a reçu un message de David. Pas de métadonnées originales. Vidéo légèrement modifiée. Probablement filmée depuis un appareil fixe, pas un téléphone. Alejandro était seul dans son bureau, face à l'écran en silence. Il a regardé la photo de Laura avec Becky, prise l'année dernière à l'école maternelle. La petite fille serrait sa mère dans ses bras, souriant largement, les fossettes bien visibles. Mais sur cette photo, Todd se tenait à côté d'eux, sa main posée sur l'épaule de Laura comme si elle y appartenait. Il s'est demandé qui l'avait enregistré, qui l'avait envoyé et pourquoi. Il savait que ce n'était pas seulement le cas d'une mère en difficulté avec de mauvaises compétences parentales.
C'était un avertissement ou un piège, et il venait d'y tomber. Alejandro est resté à son bureau tard dans la nuit, regardant de nouveau la vidéo. Pas seulement avec le cœur d'un père, mais avec les yeux d'un homme qui commençait à soupçonner que quelqu'un surveillait sa fille. Et cela ne pouvait pas être un accident. L'horloge grand-père dans le coin tintait régulièrement, comme pour leur rappeler que le temps passait. Alejandro est resté immobile, les doigts entrelacés, jetant de temps en temps un coup d'œil à la porte en verre dépoli en face de lui, où David Ross réarrangeait des dossiers sur son bureau. David, son ami de longue date et l'avocat le plus fiable qu'Alejandro connaissait, avait géré des dizaines de cas financiers compliqués, mais cette fois était différente. Ce n'était couvert par aucun contrat. C'était personnel, et cela dénouait lentement les fils de calme qui avaient toujours lié leur confiance. « Alejandro, es-tu sûr de vouloir faire ça ?» David a levé les yeux, sa voix calme et claire. Demander la garde temporaire est une étape importante, et avec ce que nous avons en ce moment, tout est encore assez fragile. Je ne peux pas laisser Laura y retourner comme si de rien n'était, a répondu Alejandro. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité et je dois savoir qui était derrière cette vidéo et pourquoi. David a fait un petit signe de tête, puis a pris un stylo et a gribouillé quelques lignes dans son carnet. Il n'a rien dit de plus, laissant Alejandro avec ses pensées. Je vais demander à Rachel de retracer l'origine de cette vidéo, d'où elle a été envoyée, quel type d'appareil a été utilisé. Je parlerai au juge Clark de la possibilité de demander la garde temporaire de Laura, a dit David, puis il a marqué une pause. Mais Alejandro, une fois que nous nous lancerons là-dedans, il n'y aura plus de retour en arrière. Alejandro a hoché la tête. Ma décision est prise, a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. Margaret Carter était assise dans la cuisine, épluchant des pommes. Une veuve qui vivait seule depuis des années. Elle était sévère mais mesurée dans sa façon de parler. Sa relation avec Alejandro était souvent tendue, non par manque d'amour, mais parce qu'elle ne mâchait jamais ses mots. Quand Alejandro est entré, elle n'a pas levé les yeux. Elle a juste continué à éplucher, comme si rien n'avait changé. « Puis-je avoir un instant de votre temps, maman ?» a-t-il demandé doucement. 4 minutes si tu apportes de bonnes nouvelles. Alejandro a tiré une chaise et s'est assis en face d'elle, son regard tombant sur la table. Je demande la garde de Laura. Margaret a marqué une pause, la lame s'est arrêtée à mi-épluchage. La peau de la pomme s'est brisée et est tombée dans le plat. Elle a posé le couteau, s'est essuyé les mains avec une serviette et a regardé son fils. Tu aurais dû faire ça il y a 3 ans. Elle a expiré doucement. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Mais si tu vas faire ça, tu dois aller jusqu'au bout. Alejandro n'a rien dit. Elle a besoin d'un vrai adulte à ses côtés. Si c'est toi, alors montre-lui que tu ne reviens pas seulement par culpabilité. Il a hoché la tête, cette fois lentement mais avec certitude. Rachel King, la jeune assistante juridique d'Alejandro, était calme et délibérée de nature. Elle a commencé par l'école maternelle de Laura, où elle a rencontré Miss Thompson, l'enseignante d'âge moyen aux yeux pensifs et à la manière de parler patiente. Laura est une douce fille, mais calme. Elle regarde souvent par la fenêtre. Une fois, je l'ai entendu dire à un autre enfant, « Je n'ai pas le droit de chanter à la maison. » J'ai pensé que c'était juste ce que les enfants disent, mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Rachel a tranquillement noté cela, l'a remercié et a quitté l'école. Sa prochaine étape était la clinique du Dr Mitchell, le pédiatre de Laura depuis 2 ans. Il a examiné le dossier et a dit, récemment, Laura est venue sans son père. Elle parlait à peine pendant ses visites. Ce qui m'a frappé, c'est ses yeux évitant le contact, réservé. Mais ce n'était pas suffisant pour déposer un rapport. Joe Palmer, le propriétaire de la petite épicerie au bout de la rue, a reconnu Laura dès qu'il a vu la photo. Elle venait chercher des biscuits, comptait chaque sou. Une fois, j'ai demandé, « Pourquoi ta maman n'est-elle pas venue avec toi ?» Elle a juste secoué la tête et a murmuré, « Maman est occupée à dormir à la maison. » Tard cette nuit-là, alors que les lumières du couloir s'éteignaient une par une, Rachel est retournée au bureau. Elle a placé les dossiers fraîchement imprimés sur le bureau de David, puis a regardé Alejandro, toujours assis silencieusement à proximité. « Nous avons quelques détails, a-t-elle dit, mais ce n'est pas encore suffisant pour avoir une vue d'ensemble. » Alejandro a levé les yeux. « Et les amis de Laura ? Peut-être qu'ils peuvent nous dire quelque chose de plus. » Rachel a hoché la tête. « Je vais essayer. » Le lendemain, Rachel est allée dans la classe de Laura. Chloé, la fille aux cheveux bouclés tenant une boîte de crayons, a été la première à parler. Laura m'a dit qu'à la maison, elle n'a pas le droit de chanter.
Son beau-père dit que les bonnes filles ne font pas de bruit. Rachel n'a pas demandé plus. Elle a juste noté exactement ce qui avait été dit, et dans son cœur, les pièces ont commencé à se mettre en place. Cette nuit-là, Alejandro s'est assis avec Laura à table. Le repas était de la soupe au poulet, mais elle a à peine touché sa cuillère. Alejandro a rempli son verre d'eau, puis a parlé lentement. « Demain, tu iras rendre visite à maman pendant un petit moment. Je t'attendrai dehors, mais si quelque chose te rend triste, dis-le-moi. Ou si tu ne veux pas parler, donne-moi juste cette veste. » Il lui a tendu le petit manteau cousu proprement dans l'ourlet, un petit dispositif d'enregistrement sûr pour enfants. Laura n'a posé aucune question. Elle a regardé la veste, puis a fait un léger signe de tête. Ce n'était pas une permission, c'était de la confiance. Quelque chose qu'aucun enfant ne devrait apprendre à donner si tôt. Mais cette nuit-là, sous la douce lumière jaune de la cuisine, Alejandro savait que c'était le premier pas vers la vérité. Et la vérité ne pouvait plus attendre. Demain, ce petit manteau porterait la voix d'une enfant trop jeune pour les mots. Mais Alejandro n'avait aucune idée que ce qu'il allait entendre ne concernerait pas seulement Laura. Cela ouvrirait la porte à un autre secret, plus profond, plus ancien et bien plus difficile à affronter. Becky a ouvert la porte lorsque la sonnette a retenti une seconde fois. Ses yeux ont parcouru Alejandro sans s'arrêter, puis sont tombés sur Lily. « Entre, ma chérie. » Il n'y avait pas de câlin, pas de sourire. Lily a franchi le seuil comme si elle entrait chez un étranger. Alejandro a fait un léger signe de tête à Becky et s'est tourné pour partir. Todd n'était pas à la maison. Becky a conduit Lily dans la cuisine. Elle avait déjà préparé une assiette d'œufs et de purée de pommes de terre, essayant d'avoir l'air joyeuse. « Mange bien, chérie. J'ai préparé ton plat préféré. » Lily a secoué la tête. « Je n'ai pas faim. La maison de papa me manque. » La pièce est tombée dans le silence. Une longue inspiration. Becky n'a pas répondu. Elle s'est juste assise en face d'elle, l'inquiétude assombrissant ses yeux. Sous l'ourlet de la chemise de Lily, le petit enregistreur a capté le léger tintement d'une cuillère sur l'assiette, le doux raclement d'une chaise qui bougeait, puis la voix de Becky, un murmure brisé, « Si tu continues comme ça, ils vont te prendre. » La nuit est tombée lentement. La lumière du couloir se déversait par la fente de la porte. Lily s'est endormie tôt. Becky était assise dans le salon, enveloppée dans une couverture, ses yeux se posant de temps en temps sur l'horloge. La serrure de la porte d'entrée a fait un doux clic. Todd était rentré. Il a jeté ses clés sur la table, a ouvert le réfrigérateur et a bu une canette de bière. Voyant Becky toujours là, son expression s'est assombrie. « Tu joues encore à la famille heureuse. Ton ex sort l'enfant pour la journée et la ramène comme si de rien n'était, et tu agis comme si tout allait bien. » Becky s'est levée. « Todd, pas ce soir. Je suis vraiment fatiguée. »« Moi aussi, Becky. Cette gamine, elle traverse cette maison comme un fantôme. Elle ne parle pas, elle ne me regarde pas. Tu crois que je veux vivre comme ça? C'est ma fille, et s'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça. » « C'est sa fille, la preuve de tout ce que tu ne peux pas laisser partir, » a dit Todd, sa voix montant. « Mais si je la laisse partir, je perds tout. Tu penses qu'ils vont juste me laisser tranquille? Un gars qui est allé en prison, pas de famille, pas d'enfant à la maison. Combien de temps penses-tu que je vais garder ce travail? » Becky s'est raidie. « Qu'est-ce que tu dis, Todd? » « Je dis que personne ne me la prendra. Pas parce que j'ai besoin d'elle, mais parce que si elle part, tout ce que j'ai construit s'effondre. Mon passé, mon futur. » Le verre a volé de la main de Todd, s'est écrasé contre le mur, des éclats se sont éparpillés sur le sol. « Personne ne me la prendra, » a-t-il rugi, la voix tremblante, de rage ou de peur, difficile à dire. Le lendemain matin, Alejandro a rejoué l'enregistrement. Chaque voix, chaque son est parvenu clair et net, plus clair que la nuit précédente. Il s'est adossé à sa chaise, mais n'a pas pu rester immobile longtemps. Ses poings serrés, les tendons tendus, comme si tout ce qu'il ne pouvait pas encore dire s'était accumulé au bout de ses doigts, attendant d'être libéré. Ce n'était plus une question de parentalité. C'était un danger, réel et présent. Laura, seulement âgée de 5 ans, n'avait pas de mots pour expliquer, pas de force pour se défendre, et elle vivait au milieu de tout ça, chaque jour, chaque nuit. Une légère bruine tombait ce matin-là. Un petit café était niché derrière un carrefour, ses lumières jaunes se brouillant doucement contre les vitres. À l'intérieur, Steve, l'enquêteur privé qu'Alejandro avait engagé, était assis à une table près de la fenêtre, tenant une tasse de café noir non sucré. Il était concentré sur un dossier de documents sous la lumière tamisée,
ses lunettes de lecture glissant légèrement sur l'arête de son nez. Dehors, un enfant passait avec sa mère. L'imperméable de l'enfant avait une déchirure sur le côté. Steve a regardé un instant, puis a sorti son téléphone. « Nous avons notre première piste », a-t-il dit sèchement à Alejandro, et elle n'est pas légère. Todd Miller, l'homme qui vivait actuellement avec Becky, avait un passé parsemé d'ombres. Steve a résumé les conclusions. En 2012, Todd a fait l'objet d'une enquête pour avoir escroqué une femme en ligne. La femme a ensuite retiré les accusations après avoir reçu un règlement. Personne ne sait d'où venait l'argent. Il a une fois contraint une ex-petite amie à co-signer un compte de carte de crédit. Quelques mois plus tard, elle a déposé le bilan personnel. Le nom de Todd a disparu de tous les documents associés. Pire encore, en 2016, une petite amie nommée Denise est décédée par suicide, par somnifère. L'affaire a été classée sans preuve d'acte criminel, mais le rapport médico-légal a révélé que, dans sa dernière semaine, Denise avait été coupée de toute communication et avait perdu tout contrôle sur ses finances personnelles. Steve a également envoyé un clip vidéo, des images de surveillance d'un bar montrant Todd saisissant le poignet d'une femme, la forçant à s'asseoir et parlant entre des dents serrées. Il n'y avait pas de plaintes officielles, mais quelque chose dans les yeux de la femme a glacé le cœur d'Alejandro. Steve avait également enquêté sur Becky Wilson. Elle avait visité une clinique de santé mentale 4 fois après son divorce. Les notes médicales mentionnaient une dépression légère et des épisodes de panique post-partum, bien que son traitement ait été incohérent. Une amie de longue date, Tina, a partagé « Becky m'a dit un jour, je ne sais même plus si je suis une mère ou juste la femme de ménage. » Cette phrase, elle m'a glacé. Steve a conclu, Becky n'était pas malveillante, mais elle était prise dans une toile de contrôle subtile, avec Todd en son centre. Un après-midi, Alejandro s'est rendu chez Becky, sous prétexte de demander les dossiers scolaires de Laura. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il a frappé doucement. Pas de réponse de l'intérieur. Il a entendu le léger frottement de petits pas, suivi de quelque chose qui a heurté le sol, comme une tasse de verre bousculée. Il n'est pas entré. Debout sur le seuil, il a appelé doucement « Becky ». Silence pendant quelques secondes. Puis la voix d'un enfant a répondu, petite et hésitante. « Maman, si je suis sage, je peux rester? Je ne serai plus déplacé ?» Alejandro a figé. Aucun enfant ne pose une question comme ça à moins d'avoir entendu quelqu'un d'autre s'en inquiéter, juste devant eux. Plus tard, sous la faible lumière ambrée du salon d'Alejandro, Steve a placé un petit enregistreur sur la table en bois et a appuyé sur lecture. Une voix s'est fait entendre, rauque et légèrement tremblante. C'était la voix d'une femme âgée, probablement habituée à parler lentement et prudemment. « Je m'appelle Dorothy. J'habite l'unité de gauche. Je ne me mêle pas habituellement des affaires des autres, mais il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. » Une courte pause, comme si elle se souvenait de quelque chose. « J'ai vu la petite fille, Laura, debout sur le balcon. Pas de manteau, rien de chaud. Juste un fin pyjama dans le froid. Elle se tenait juste là, immobile, sans pleurer, sans appeler sa mère. Elle regardait juste la rue, comme si elle attendait quelqu'un. » Dorothy s'est éclaircie doucement la gorge, puis a continué, sa voix plus lente et plus délibérée. « Une fois, j'ai entendu de forts coups à la porte. Une voix d'homme, ça devait être Todd. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais après ça, le silence. Juste un silence pur et lourd pendant des jours. Personne n'est sorti de cet appartement. Pas de lumières allumées la nuit, pas de son. » L'enregistrement s'est terminé par un long soupir. Steve a éteint l'appareil. Personne n'a parlé. Alejandro l'a juste regardé, comme si les derniers mots résonnaient encore à ses oreilles. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée là, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la chercher. Rachel King, l'assistante juridique, a tout assemblé. Elle a tracé une chronologie, marquant des points rouges là où les schémas de contrôle se répétaient. Laura ne montre aucun signe d'abus physique, a dit Rachel, mais elle vit sous une sorte de discipline silencieuse, ce que nous appellerions de la négligence émotionnelle. Becky n'intervient pas parce qu'elle aussi le vit. Surveille-le de plus près, ne le laisse pas savoir. Sous la douce lueur de la lampe de Laura, Alejandro s'est assis à côté de sa fille sans dire un mot. Elle coloriait un parapluie bleu clair, son crayon légèrement bavé au bout. Il l'a regardée tranquillement, puis a doucement posé une main sur sa tête, lui caressant les cheveux. Sa voix était profonde, stable, « Tu n'auras plus jamais à poser cette question. » Laura n'a pas levé les yeux, mais sa coloration a ralenti, comme si elle avait entendu et compris.
Cette question, si je suis sage, je peux retourner chez moi pour toujours, circulait encore dans l'esprit d'Alejandro. Elle se nichait profondément dans la partie la plus douce de lui, comme un rappel tranquille, pas bruyant, mais impossible à ignorer. Il s'est levé, a sorti son téléphone et a composé le numéro de David. Quand il a parlé, sa voix n'était plus celle d'un père cherchant justice. C'était la voix d'un homme qui avait pris une décision et ne reviendrait pas en arrière. Préparez-vous. Nous ne demandons plus la garde temporaire. Je veux la garde complète et je suis prêt à aller au tribunal. Il a raccroché, a ouvert son ordinateur portable et a tapé un message rapide. Pas de politesse, pas d'explication. Ah Steve, j'ai besoin que tu surveilles Todd de plus près. Ne le laisse pas savoir. Il a appuyé sur envoyer. Sa main a légèrement tremblé, mais son regard n'a pas dévié. Dans le salon, le doux et régulier grattement du crayon sur le papier a continué, comme un petit battement de cœur retrouvant lentement son rythme. Un mince voile de brume, léger comme de la fumée, a glissé tranquillement sur Maplewood Street. La bruine n'était pas assez forte pour traverser un manteau, mais elle laissait les trottoirs froids et humides. Alejandro s'est garé à un demi-pâté de maison de l'ancien appartement de Becky. Des traînées d'eau s'accrochaient irrégulièrement aux vitres de la voiture. Il a coupé le moteur mais n'est pas sorti. Il est resté assis là, immobile, les yeux fixés sur l'appartement familier, celui qui avait autrefois été la première maison de Laura. Près d'une semaine s'était écoulée depuis que David et lui avaient déposé une demande de garde temporaire, ainsi qu'une requête demandant un examen officiel des conditions de vie de Laura. Le tribunal avait agi rapidement, non seulement en raison de l'épais dossier de documents qu'ils avaient soumis, mais aussi grâce à la recommandation urgente de l'assistante sociale Karen Blake. Et aujourd'hui, dans le cadre du processus, Karen avait été désignée pour effectuer une inspection sur place. Avec elle se trouvait l'officier James Taylor, un policier de quartier désigné pour assurer l'objectivité et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Pile à l'heure, une berline argentée s'est arrêtée au bout de l'allée. Karen est sortie la première, son imperméable gris tombant jusqu'aux genoux, serrant un étui étanche de documents. L'officier Taylor a suivi, non pas en uniforme, mais dans un épais manteau indigo. On aurait pu le prendre pour un voisin, n'eussent été ses yeux vifs et évaluateurs. Alejandro a fait quelques pas en avant, sur le point de parler, mais Karen a croisé son regard et a doucement secoué la tête. Sa voix était calme mais ferme, « Nous vous ferons un rapport après. S'il vous plaît, n'entrez pas. » Ils ont franchi la porte par laquelle Alejandro avait autrefois porté Laura, où il avait vu le silence de sa fille parler plus fort que toute explication. La serrure de cette porte n'avait toujours pas été changée. Les mains d'Alejandro se sont serrées dans les poches de sa veste. Becky a ouvert la porte. Pas de maquillage, les cheveux attachés à la hâte. Ses yeux étaient fatigués, mais elle n'a pas détourné le regard. Todd est apparu de la cuisine, dans une chemise blanche impeccable, arborant un sourire si poli qu'il paraissait artificiel. Nous avons préparé ses dossiers médicaux et un journal de routine quotidienne. L'appartement semblait plus propre qu'avant, mais une légère odeur de moisi persistait. Laura était assise sur le canapé, tenant un vieux lapin en peluche. Ses yeux étaient fixés sur rien en particulier. Karen a commencé par des questions de base. Comment Laura mangeait, si elle avait été malade récemment, à quelle heure elle se couchait. Todd a répondu rapidement, avec un niveau de détail qui semblait répété. Becky intervenait parfois, doucement, de manière décousue, participant à peine. L'officier Taylor s'est déplacé lentement dans l'appartement. Il s'est accroupi près d'un mur et a effleuré une zone de peinture fraîche où d'anciennes éraflures apparaissaient encore légèrement en dessous. À côté du canapé, une tache brun foncé marquait le sol. Pas assez récente pour être commentée, mais impossible à ignorer. Karen s'est abaissée à côté de Laura, à hauteur de ses yeux. Elle a posé une boîte de crayons et une feuille de papier vierge sur la petite table devant la jeune fille. « Qu'est-ce que tu aimes dessiner le plus ?» Laura a choisi un crayon bleu pâle. Elle a dessiné lentement, une petite figurine allongée sur le sol, à côté d'un rectangle qui ressemblait à une télévision. Pas de soleil, pas d'arbre, pas de fleurs. Karen a regardé le dessin, puis a demandé doucement, « Tu as ta propre chambre ?» Laura a jeté un coup d'œil à sa mère, puis elle a baissé la tête et a murmuré, « Je dors par terre parce que maman dit que mes rêves sont trop bruyants. » Karen n'a pas réagi. Elle a juste tranquillement pris une note sur son bloc-notes, une petite marque sous une rangée dense d'écriture. Alors que la conversation passait aux routines quotidiennes, Todd a commencé à interrompre davantage. Il répondait même aux questions qui ne lui étaient pas directement adressées, sa voix montait parfois, couvrant celle de Becky.
L'officier Taylor a continué à écrire, ses yeux ne quittant jamais le visage de Todd. Becky a serré les mains l'une contre l'autre, puis a finalement parlé plus clairement qu'avant. De quoi nous accusez-vous exactement? Si c'est une enquête, dites-le. Karen n'a pas répondu directement. Elle a fermé son carnet et a répondu calmement, c'est une procédure standard, selon l'ordonnance du tribunal. Nous documentons simplement les conditions actuelles. Dehors, Karen a marché directement vers la voiture d'Alejandro. Elle a enlevé ses lunettes, en a essuyé l'eau, puis l'a regardé dans les yeux. L'appartement est propre, mais l'air là-dedans, il ne semble pas réel. La fille n'est pas libre de parler, et cet homme, il contrôle tout, même l'espace. Alejandro a expiré, la voix basse. Avons-nous assez? Karen a hésité, montrant de l'incertitude pour la première fois. Pas assez pour les dossiers, mais je crois que vous dites la vérité. Et je crois Laura. Elle demande de l'aide dans le seul langage qu'un enfant possède. Cette nuit-là, Alejandro est rentré chez lui. Laura dormait sur le canapé, toujours enveloppée dans sa fine veste. Le lapin en peluche avait glissé de ses bras, allongé sur le côté sur le sol. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à un petit appareil d'enregistrement caché dans l'ourlet de son manteau. Un nouveau fichier est apparu. Il a appuyé sur lecture. La voix fatiguée de Becky est arrivée la première, tu avais promis de ne pas crier, Todd. Puis la voix basse et irritable de Todd, tu la défends toujours. Pourquoi tu ne la renvoies pas déjà? Un coup sourd. Silence pendant quelques secondes, puis des pas s'éloignant de la pièce. Alejandro s'est levé brusquement, la main appuyée sur la table, les yeux fixés sur l'écran. Ce n'était plus une théorie. C'était un danger réel. Il a pris le téléphone et a appelé David. Je n'ai pas besoin de plus de preuves. J'ai besoin d'une ordonnance de protection ce soir. C'était un après-midi frais et humide. Des feuilles d'érable mouillées parsemaient le sentier de briques. Le portail de l'école maternelle a grincé et des groupes d'enfants se sont répandus dans la cour, bavardant, leurs vestes de travers, des éclats de rire s'échappant en rafales. Alejandro se tenait près de la clôture, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur la dernière salle de classe au bout du couloir. De l'autre côté de la cour de récréation, une jeune femme s'est approchée, tenant la main d'une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux vifs, légèrement timide. Elles se sont arrêtées devant Alejandro. La femme a parlé doucement, une pointe d'hésitation dans la voix. Vous êtes le papa de Laura, n'est-ce pas? Je suis la maman de Chloé. Alejandro a fait un léger signe de tête. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un téléphone. Sur l'écran, une vidéo familière, une lumière vacillante, Laura se penchant pour essuyer le sol. Chloé l'a enregistrée pendant qu'elle jouait derrière l'école. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a demandé « Pourquoi Laura nettoie-t-elle le sol toute seule, maman? Pourquoi personne ne l'aide ?» Je n'ai pas su quoi répondre, alors après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de vous envoyer le clip. À l'époque, je ne savais pas qui vous étiez, j'ai juste vu le nom de Laura dans une vieille liste de contacts de l'école maternelle. Je l'ai envoyé parce que je pensais que si vous étiez quelqu'un de proche d'elle, peut-être que vous devriez savoir. Je ne savais pas que cela aurait autant d'importance. Chloé se tenait à moitié cachée derrière sa mère, seule une partie de son visage était visible. Alejandro s'est légèrement agenouillé, son regard s'adoucissant. Tu as fait la bonne chose. Grâce à toi, les adultes ont dû regarder de plus près. Merci, Chloé. La petite fille a hésité, puis a marmonné, j'ai juste vu Laura nettoyer le sol et personne ne l'aidait. J'ai pensé que si c'était moi, je me sentirais vraiment triste. Alejandro n'a pas répondu tout de suite. Il a doucement posé une main sur son épaule et a hoché la tête en signe de remerciement. Chloé a hoché la tête en retour, presque imperceptiblement, puis, comme si un poids avait été levé, elle a pris la main de sa mère et a couru vers le parking. Plus tard ce soir-là, Alejandro était assis dans sa voiture près de l'école. La radio était allumée à faible volume, mais il n'écoutait pas. La cloche de la fin des cours a sonné. La porte de la classe s'est ouverte. Laura est apparue, traînant un sac à dos trop grand, marchant lentement, ses yeux balayant la foule à la recherche de quelque chose de familier. Quand elle a aperçu Alejandro, elle s'est figée. Une seconde de silence, puis elle s'est soudainement précipitée vers lui. « Papa !» Alejandro s'est agenouillé, les bras grands ouverts. Laura lui a jeté les bras autour du cou et l'a serré fort, sans rien dire. Son souffle sentait encore légèrement le lait. Il l'a tenu plus longtemps que d'habitude. À ce moment-là, il a compris. Il ne s'agissait pas seulement de la garde. Il s'agissait de les protéger tous les deux de quelque chose qu'il n'avait plus les mots pour nommer. Et Becky,
Elle non plus ne devait pas être laissée dans cette obscurité. Cette nuit-là, Alejandro s'est rendu à la clinique où Becky avait autrefois reçu des conseils. Le couloir était silencieux, l'odeur de désinfectant persistait légèrement. Il a attendu en silence jusqu'à ce qu'il soit invité dans le bureau du docteur Mitchell, le psychologue qui avait supervisé le cas de Becky après le divorce. Alejandro s'est assis en face de lui et est allé droit au but. « Je ne suis pas là pour accuser ou blâmer qui que ce soit. J'ai juste une question, docteur Mitchell. » Le docteur est resté immobile, les mains posées légèrement sur le bureau. « Si je veux l'aider à guérir de l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, est-ce même possible ?» Le docteur l'a étudié un instant. Il n'y avait aucun scepticisme dans ses yeux, seulement une réflexion attentive. La guérison ne vient pas de l'effort d'autrui, mais si vous pouvez être là, ne pas partir, ne pas pousser, juste être stable, comme quelqu'un qui attend le printemps après le plus long hiver, alors oui, il y a encore une chance. Alejandro a fait un petit signe de tête. Il ne savait pas où ce chemin mènerait, mais cette fois, il n'abandonnerait pas à mi-parcours. Tard cette nuit-là, dans leur petit salon, Laura était assise sur le tapis. Elle tenait un crayon et dessinait tranquillement sur une feuille de papier vierge. Personne ne lui a dit de dessiner, personne n'a demandé. Quand Alejandro est venu, elle a levé le dessin. Une maison, 2 adultes debout de chaque côté, un petit enfant au milieu tenant leurs 2 mains. Tous les visages avaient des yeux. Personne n'était par terre, personne ne regardait en bas. Alejandro l'a regardé longtemps, et pour la première fois, il n'avait pas peur. Ce dessin était sa voix, et c'était la réponse qu'il cherchait. Aucun des 3, Alejandro, Becky, ni même Laura, n'aurait jamais imaginé que leur histoire finirait devant un tribunal. Mais parfois, il suffit d'une vidéo de 10 secondes, d'un murmure d'une enfant de 5 ans, et d'un silence qui dure trop longtemps pour que tout s'effondre. Alejandro n'avait jamais eu l'intention de contester la garde par colère. Il y a 4 ans, la société technologique qu'il avait fondée vacillait au bord de la faillite. Il a choisi de protéger le seul bien qu'il croyait pouvoir laisser, la sécurité financière de sa fille. Il n'était pas doué pour vivre 2 vies. Le mariage s'est fissuré, puis s'est effondré, comme tant d'autres, quand les gens oublient que l'amour aussi a besoin d'être entretenu, comme un enfant. Becky a obtenu la garde. Alejandro a accepté. Pas de bataille juridique. Il envoyait toujours des cadeaux d'anniversaire, payait toujours la pension alimentaire à temps, mais Laura, la fille tranquille qui se cachait derrière les rideaux, a lentement disparu de son monde jusqu'à ce que le clip apparaisse. L'audience a eu lieu un matin humide. La salle d'audience était petite, faiblement éclairée, l'odeur du vieux bois se mêlant au doux bruissement des pages tournées. Alejandro est arrivé tôt, assis immobile, les mains jointes sur la poitrine, les yeux fixés devant lui. Rachel King, la jeune avocate que David Ross lui avait assignée, était assise à côté de lui, organisant soigneusement chaque document. Ni l'un ni l'autre ne parlait beaucoup. Becky est entrée plus tard, lentement. Elle ne portait pas de maquillage, un vieux manteau de laine, ses cheveux attachés lâchement en arrière. À côté d'elle se trouvait Mark Bennett, l'avocat que Todd avait engagé. Le siège à sa droite était vide. Todd ne s'était pas présenté. Becky n'a pas regardé vers Alejandro. Ses yeux sont restés fixés sur le sol. La ligne autrefois fière de ses épaules était maintenant affaissée. L'audience a commencé. Mark Bennett a parlé le premier. « Votre honneur, Monsieur Carter a été largement absent de la vie de sa fille pendant près de 4 ans. Madame Wilson, bien que ni riche ni sans défaut, a élevé la jeune fille seule, sans infraction légale ni comportement abusif. La demande soudaine de garde de Monsieur Carter, basée uniquement sur un bref clip vidéo, nous semble mal avisée. Il n'a pas élevé la voix, mais chaque mot a atterri comme un clou. Becky a baissé encore plus la tête. Rachel s'est levée. Elle n'a pas répliqué tout de suite. Elle a commencé par une histoire. Je ne nie pas que Madame Wilson était présente pendant les années où Alejandro était parti. Mais la présence ne signifie pas toujours la sécurité. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour attribuer des responsabilités, mais pour faire éclater une vérité. Une fillette de 5 ans nommée Laura vit dans un environnement de contrôle, sans voix, et se replie sur elle-même d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais faire. Rachel a présenté les preuves étape par étape. La vidéo que Chloé avait enregistrée depuis la fenêtre de la salle de classe, l'audio caché dans la chemise de Laura, le témoignage de son enseignante, Mademoiselle Thompson, du docteur Mitchell, de l'épicier Joe Palmer, et enfin le rapport de Karen Blake, une assistante sociale indépendante. Karen a pris la barre. Sa voix était claire, stable. J'ai parlé avec Laura en privé. Quand je lui ai demandé ce qu'elle aimait le plus, elle a dessiné une personne allongée sur le sol à côté d'une télévision, sans bouche.
Les enfants ne mentent pas dans leurs dessins. Je ne crois pas que c'était un jeu. Je crois que c'était un cri. Alejandro n'a pas regardé Becky, mais il savait qu'à travers la pièce, elle ressentait chaque mot déchirer la partie d'elle qui était encore une mère. Elle avait autrefois aimé sa fille, l'avait assez aimée pour rester même lorsque la vie avec Todd est devenue une succession de lassitudes. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, c'est ce qui pousse quelqu'un à endurer une prison sans barreaux. Le juge Clark, un homme d'une soixantaine d'années aux yeux profondément enfoncés et aux paroles rares, est resté silencieux plus longtemps que prévu. Finalement, il a parlé, le passé nous informe, mais c'est le présent que le tribunal doit voir. Sur la base des preuves vérifiées, j'accorde la garde temporaire à Monsieur Alejandro Carter. Madame Wilson conservera des droits de visite sous surveillance. Elle est également fortement encouragée à entamer un suivi psychologique, au cas où elle souhaiterait être reconsidérée pour une garde à long terme. Personne n'a applaudi. Becky n'a pas levé la tête. Ses épaules tremblaient, de chagrin ou de soulagement, difficile à dire. Rachel a fermé son dossier et a expiré, comme quelqu'un qui relâche enfin un battement de cœur retenu trop longtemps. Devant le palais de justice, Becky marchait vite, mais quand Alejandro est passé silencieusement, elle s'est soudainement arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste dit « Merci de l'avoir laissé me voir avec les yeux les plus clairs possibles ». Alejandro n'a pas répondu. Il a seulement hoché la tête, comme un homme qui acquiesce à sa propre douleur. Cet après-midi-là, Frank est resté avec Laura à la maison. Quand Alejandro a ouvert la porte, elle a couru vers lui. Pas de question. Elle a juste enroulé ses bras autour de lui. Pour la première fois, Alejandro a senti que le silence dans son étreinte n'était pas un reproche, mais un pardon. Cette nuit-là, il a ouvert son ordinateur portable et a rédigé un email au Dr Mitchell, celui qui avait traité Laura et la seule personne en qui Becky avait eu confiance toutes ces années. Je ne voulais pas gagner. Je voulais juste que Becky soit vue comme un être humain et qu'elle soit aidée. Je ne vais nulle part, mais je ne peux pas marcher avec elle à moins que quelqu'un ne la guide. La dernière ligne a été tapée après une longue pause, j'ai besoin que vous marchiez avec elle, car je crois toujours qu'être père ne signifie pas retirer la mère de la vie d'un enfant. Laura a emménagé avec Alejandro par un matin d'automne tranquille, lorsque le soleil était encore doux et que les feuilles n'avaient pas encore commencé à changer de couleur. Elle était assise tranquillement sur la banquette arrière, tenant un lapin en peluche dans une main et la poignée d'une petite valise rose dans l'autre. Alejandro n'a pas dit grand-chose pendant le trajet. Il a simplement joué l'une des musiques instrumentales préférées de Laura, gardant la voiture à un rythme lent et régulier, comme la respiration d'un père et d'une fille, tous deux essayant de s'installer dans quelque chose d'inhabituel. La maison à 2 étages au bout de la rue calme où Laura allait maintenant vivre avait été en rénovation pendant des semaines. Sa chambre était peinte d'un jaune doux, la couleur qu'elle avait choisie quand on lui avait demandé, pas un jaune éclatant et bruyant, mais quelque chose de plus doux, comme des blancs d'œufs battus et légèrement étalés sur les murs. Sur un mur, une fresque de forêt s'étendait largement, avec des cerfs, des écureuils et un hibou somnolent sur une branche. Alejandro avait engagé un artiste pour la peindre spécialement, car il voulait que Laura sente que c'était son espace, pas juste une autre chambre d'enfant. Cette première nuit, après que Laura se soit brossé les dents et soit montée dans son lit, Alejandro s'est assis sur le bord du matelas. Il n'a pas apporté de livre d'histoire comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il a parlé à voix basse. « Quand j'avais ton âge, a-t-il dit, je détestais apprendre les tables de multiplication par cœur. Chaque fois que la classe de maths arrivait, je faisais semblant d'avoir mal au ventre pour m'en sortir. Mais un jour, je me suis fait prendre et j'ai dû rester au coin pour ne pas savoir ma leçon. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à mon professeur pour m'excuser, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais honte. Et elle m'a pardonné. Elle a dit que quiconque peut admettre qu'il a tort a en lui la capacité de corriger les choses. » Laura est restée silencieuse un instant, puis elle a gloussé. Le son a flotté légèrement dans sa nouvelle chambre, et pour la première fois depuis de nombreux mois, Alejandro a senti quelque chose s'apaiser en lui. Il n'avait pas besoin de grand-chose, juste ce rire. C'était suffisant. Tard samedi après-midi, le parfum de cannelle et de beurre chaud flottait dans la cuisine comme une vieille mélodie. Alejandro retournait délicatement la dernière pâte tandis que Frank, le majordome de longue date, lavait la dernière pile de vaisselle dans l'évier. La soirée s'est installée doucement comme le dernier souffle de la journée. La cuisine d'Alejandro était remplie de l'odeur de cannelle et de pommes cuites. Frank séchait les dernières assiettes lorsque la sonnette du portail a retenti, un léger tintement mais assez net pour suspendre l'air dans la pièce. « Je vais ouvrir » a dit Frank, calme comme à son habitude,
comme un homme habitué aux moments inattendus. Il est sorti, son torchon toujours drapé lâchement sur son épaule. Devant le portail se tenait Becky. Son manteau gris était usé, une manche légèrement tordue, et ses chaussures basses étaient mouchetées de boue séchée de la pluie de la veille. Pas de maquillage, pas de sac à main, pas une seule trace de planification minutieuse, mais elle se tenait droite, les mains doucement jointes devant elle, portant le regard de quelqu'un qui n'était pas là pour s'excuser, pas là pour exiger, juste quelqu'un qui essayait de retrouver son chemin vers elle-même. De la fenêtre de la cuisine, Alejandro a regardé. Il a posé le torchon et était sur le point de s'éloigner quand Margaret, sa mère, a détaché son tablier et est sortie dans le jardin. Elle ne s'est pas précipitée, ni n'a hésité. Ses pas étaient réguliers, le genre de rythme qu'une personne apprend après avoir vécu assez longtemps pour comprendre que certaines conversations doivent commencer en silence. Margaret n'a pas demandé pourquoi Becky était venue. Elle n'a pas tendu la main pour l'inviter à entrer. Elle s'est arrêtée, gardant une distance suffisamment proche pour voir les yeux déjà rougis de Becky. Sa voix n'était ni tranchante ni douce, mais chaque mot s'est posé dans l'air comme quelque chose imprégné d'une longue expérience. Si tu es là non par peur ou obligation, alors laisse ton cœur frapper, pas ta main. Becky a légèrement baissé la tête. Il n'était pas clair si elle acquiesçait ou si elle ne pouvait simplement pas lever le regard, sa poitrine trop serrée par des mots qui n'avaient pas trouvé leur chemin. Elle n'a pas avancé. Margaret n'a rien dit de plus. Elle s'est retournée et est rentrée dans la maison, laissant le portail entrouvert. Pas fermé, pas grand ouvert, juste assez d'espace pour le bon moment et le bon choix. Becky est restée immobile à côté de la clôture en bois blanc, sa main posée sur la traverse supérieure, sans la serrer mais sans la lâcher non plus. Elle a levé les yeux, son regard se posant sur une fenêtre du deuxième étage où une lumière jaune chaude se déversait sur un mur de couleur soleil doux. À l'intérieur, Laura était assise en tailleur sur un tapis hirsute. Elle alignait des animaux en peluche en une rangée nette, comme une minuscule salle de classe. Alejandro était assis en face d'elle, tenant un panda en peluche, parlant d'une voix bête et exagérée. « Mademoiselle l'institutrice, le panda est malade aujourd'hui, peut-il prendre sa journée ?» Laura a éclaté de rire, basculant sur le côté en se tenant le ventre, puis a jeté un coup d'œil vers la fenêtre, son visage détendu comme un chiffon humide essoré de toute peur. Ce sourire, léger, sans effort et réel, Becky ne l'avait jamais vu comme ça avant. Pas autant. Elle n'a pas pleuré. Elle n'en avait pas besoin à ce moment-là. Becky est juste restée immobile, laissant la lumière tomber sur ses épaules comme si elle y appartenait. Elle n'est pas entrée, mais elle n'était plus dehors. Cette nuit-là, Becky est rentrée chez elle en bus de nuit. Le vent s'est glissé à travers la vieille vitre, faisant doucement frissonner ses cheveux. Elle a ouvert son téléphone, a tapé un message, puis l'a supprimé. Finalement, elle a posé sa main sur son ventre et a fermé les yeux. Ce n'était plus pour Laura. Pour la première fois, elle voulait guérir non pas pour garder quelqu'un d'autre, mais pour se garder elle-même. Et dans une pièce peinte en jaune, de l'autre côté de la ville, Laura époussetait un cadre photo, un qu'elle avait peint, 3 personnes avec des pinceaux, pas à main nue. Le son de son rire flottait comme une chanson sans paroles. Becky a de nouveau posé sa main sur la clôture, sans la serrer, juste la touchant. Et à ce moment-là, toutes les choses qu'elle avait craintes, perdre son enfant, être jugée, rater sa chance, se sont dissipées comme de la brume. Parce que Laura pouvait encore rire comme une enfant, et parce que Becky, bien que toujours dehors, avait le droit de le voir. Les larmes sont venues, ni rapides ni tremblantes. Becky ne les a pas essuyées. Pour la première fois depuis des mois, elle les a laissées couler, n'ayant plus peur de paraître fragile. Elle s'est éloignée de la clôture seulement après que la lumière de Laura se soit éteinte. Becky a marché sur le chemin de pierre qui serpentait près du petit parc près de la maison d'Alejandro. L'air du début de l'automne était frais mais pas piquant, et dans sa poitrine, il ne piquait plus. Elle s'est assise sur le banc de pierre près de la fontaine. Les lumières du parc ont éclairé la manche de son pull, révélant un fil effiloché, usé par le temps. Son téléphone a vibré doucement dans sa poche, un appel manqué de la thérapeute qu'elle avait promis de rappeler. Becky a regardé l'écran, son doigt planant sur l'icône de rappel. Dans son esprit, Laura était toujours là, souriante, soulevant le lapin en peluche, acquiesçant quand Alejandro demandait « Tu veux de la tarte aux pommes ?» Quand la voix du docteur s'est fait entendre au bout du fil, Becky a simplement dit « Je crois que je suis vraiment prête cette fois. Nous pouvons continuer. » Alejandro n'a jamais su que Becky s'était tenue devant la clôture ce soir-là. Il ne savait pas qu'elle avait rappelé la thérapeute. Mais cette nuit-là, après avoir couché Laura, il a ouvert la fenêtre de sa chambre et a regardé dehors.
le vent portait le parfum chaud de cannelle de la tarte qui refroidissait encore sur le comptoir. Les lumières du parc se déversaient dans la rue. Alejandro a posé son front contre le cadre de la fenêtre, pensant à Becky, à un voyage qu'elle faisait, un qu'il ne pouvait pas faire avec elle, mais il pouvait attendre juste devant la porte. Il a murmuré, « Nous avons tous besoin d'une chambre jaune dans nos vies. Pas pour y vivre, mais pour croire qu'il y a toujours un endroit où nous pouvons retourner. » Dans son sommeil, Laura s'est retournée. Le lapin a glissé de sa main. Alejandro l'a doucement ramassé et l'a remis dans ses bras. Cette nuit-là, personne n'a pleuré, mais d'une certaine manière, ils se sont tous sentis un peu plus légers. Le premier matin de Laura à l'école, le ciel était couvert. Alejandro l'a accompagnée à la voiture sans se presser. Sur le chemin, il a joué une vieille mélodie instrumentale. Laura n'a pas dit un mot, mais sa petite main serrait fermement la bretelle de son sac à dos bleu. Son visage n'était pas triste, juste calme, comme si elle était sur le point d'entrer dans un nouveau monde, un monde où elle savait d'une certaine manière que cette fois, les choses seraient différentes. À la maison, Frank réorganisait la bibliothèque. Margaret faisait du pain aux bananes. La maison ne bourdonnait plus de l'énergie qu'elle avait eue à l'arrivée de Laura, mais le calme n'était pas morne. Il semblait établi, une nouvelle sorte de normalité, sans contrainte, sans mots, juste de petits rythmes se remettant en place. Dans la cuisine, remplie du parfum chaud de cannelle et de banane, personne n'a mentionné hier ou demain, mais chaque geste, chaque regard contenait la même vérité tranquille. Ils essayaient de s'accrocher à quelque chose de précieux. Becky avait commencé une thérapie formelle. Sa thérapeute, une femme d'âge mûr nommée Grace, ne fixait aucun délai. Elle demandait simplement « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Lors de cette première séance, Becky a très peu parlé. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, ses yeux se posant souvent sur le rideau au lieu de rencontrer ceux de Grace. Mais lors de la troisième visite, elle a commencé à s'ouvrir sur la nuit où Laura avait eu de la fièvre et où elle s'était assise en pleurs sur le sol de la salle de bain, ne sachant qui appeler. Elle a parlé des fois où Todd s'énervait, cassait des choses, puis la calmait comme si de rien n'était. Elle a décrit ce que cela faisait de se sentir perdue dans sa propre maison, où chaque pas la faisait tressaillir. Et à la fin de la séance, le docteur Grace a doucement posé sa main sur le dossier et a simplement dit « Vous avez survécu. Maintenant, apprenez à vivre. » Becky a éclaté en sanglots, mais cette fois, ils étaient réels, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour susciter la pitié. Pour la première fois, elle se voyait non pas à travers le prisme de la culpabilité ou de la peur. Peu de temps après la première audience, Todd a été poursuivi en justice par une ex-petite amie nommée Marissa. Elle avait vécu avec lui 2 ans avant Becky. La poursuite a rouvert de vieux dossiers, comportement de contrôle, tromperie financière, menaces émotionnelles. Marissa n'était plus silencieuse. Elle a déposé plainte directement auprès du tribunal d'État, joignant des extraits de journal, des photos et des messages enregistrés. Steve, l'enquêteur, a remis des preuves à la police, déclarations de témoins, enregistrements, même une vidéo d'un bar. Finalement, Todd a été cité à comparaître. Cette fois, Becky n'a pas été impliquée. Personne ne l'a interrogée, personne ne l'a blâmée. Elle s'est tenue à l'écart et a vu le passé se dérouler, non plus un poids qu'elle devait porter. Elle était simplement un témoin, et d'une certaine manière, cela seul a commencé à guérir quelque chose en elle. Michael n'a rien dit de l'amour ou de se remettre ensemble. Il n'y avait pas de bague, pas de fleurs. Il comprenait que Becky avait besoin de temps, pas d'une promesse. Du temps pour devenir la mère qu'elle croyait ne pas pouvoir être. Il ne voulait pas qu'elle ait l'impression qu'il faisait amende honorable ou qu'il lui imposait un autre fardeau. Ils se parlaient quand ils en avaient besoin, des échanges brefs et pratiques autour d'un café ou sur le porche, pendant que Laura jouait à proximité. Les trajets scolaires, les leçons de piano, les sandwichs que Laura aimait ce mois-ci et ceux qu'elle ne voulait plus soudainement. Pas de mots inutiles, juste assez pour maintenir le rythme. Becky venait tous les samedis après-midi, toujours vers 14h. Elle ne restait jamais plus d'1 heure. Parfois, elle apportait un petit cadeau, un livre, une écharpe, une fois un pot de confiture de fraises qu'elle disait avoir faite elle-même, bien qu'Alejandro soupçonna qu'elle l'avait acheté au marché et qu'elle avait juste besoin d'une raison d'offrir quelque chose. Elle ne s'attardait jamais quand il était temps de partir. Laura lui serrait ses petits bras autour de la taille sans qu'on le lui demande, et chaque fois, Becky la serrait fort, puis se tournait rapidement vers la voiture, s'essuyant les yeux avec le bord de sa manche avant que la porte ne se referme. Mais elle ne le cachait plus. Les larmes n'étaient plus un signe de honte maintenant. Elle ne venait plus du même endroit qu'avant, celui qui disait qu'elle avait échoué ou qu'elle ne méritait pas ce moment. Elle venait comme la pluie après une longue saison sèche,
tranquille, sans hâte, nécessaire. Chaque larme était un relâchement, une respiration, un premier petit pas vers quelque chose qu'elle ne s'était pas permis d'espérer depuis longtemps, la confiance. Pas en Alejandro, pas même en Laura, mais en elle-même. Elle apprenait petit à petit à croire qu'elle pouvait se montrer sans tout défaire, qu'elle pouvait aimer sans briser ce qui commençait enfin à se réparer. Parfois, Margaret sortait ouvrir le portail. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle laissait toujours la porte de la cuisine ouverte, comme un message silencieux, il y a toujours de la place pour la gentillesse. C'était un dimanche doux et ensoleillé. Michael a invité Becky et Laura à se promener dans le parc près de chez eux. Personne n'a apporté d'appareil photo. Laura portait une robe en jean et un petit sac à dos en forme de renard. Michael tenait la bouteille d'eau. Becky a apporté un chapeau de soleil. Ils marchaient côte à côte, sans se tenir la main, sans sourire forcé. De temps en temps, Laura courait devant, puis revenait en arrière, glissant sa main dans celle de son père, puis dans celle de sa mère, comme pour s'assurer que personne ne restait derrière. Becky a souri. Michael a fait un petit signe de tête. Personne n'a parlé du passé. Personne n'a mentionné la douleur, mais à chaque pas, à chaque toucher, il y avait un long voyage qui touchait tranquillement à sa fin, et à ce moment-là, personne n'a eu l'impression de reculer, seulement d'avancer. Cette nuit-là, Laura était seule dans sa chambre, époussetant doucement un dessin au crayon qu'elle avait fait des trois d'entre eux. Elle utilisait une petite brosse, sa main légère et précautionneuse, ne laissant aucune marque. Les couleurs étaient inégales, certaines tachées par la sueur de ses doigts, d'autres scintillant légèrement d'un éclat métallique. Elle ne savait pas si le dessin était beau, elle savait seulement qu'elle ne voulait pas qu'il soit couvert de poussière. Alejandro se tenait devant la porte, observant. Il ne parlait pas, n'interrompait pas. Le seul son était celui de la brosse glissant doucement sur le papier, à peine audible, comme un rappel silencieux. Lily ne frotte plus le sol. Elle époussait un dessin 2-3 avec un pinceau d'artiste, pas à main nue. Parfois, les choses qui changent nos vies n'arrivent pas avec un grand bruit. Elles s'introduisent tranquillement à travers de petits détails, un portail déverrouillé, un mot doux laissé sans contrainte, ou simplement la façon dont un enfant regarde vers une fenêtre. L'histoire d'Alejandro, Becky et Laura n'est pas seulement une question de garde. C'est l'histoire de l'apprentissage à affronter des vérités difficiles, à écouter avec un cœur ouvert et à continuer d'avancer. Personne n'en ressort exactement le même, mais chacun peut faire un pas vers quelque chose de mieux. Que pensez-vous de la décision d'Alejandro ? Et avez-vous déjà eu un moment, aussi petit soit-il, qui a changé la façon dont vous voyez quelqu'un que vous aimez ? Je sais que chacun de nous porte sa propre histoire. Si vous êtes fatigué, j'espère que vous trouverez le repos. Si vous vous sentez perdu, j'espère que quelqu'un vous attendra à un portail ouvert. Vous n'êtes pas seul. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et si vous lisez ceci tard dans la nuit, buvez une gorgée d'eau chaude, tirez la couverture et dormez tôt. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent et qui continuent de croire.